Dans les dernières années de sa vie, Hannah Arendt travaillait à un gros livre intitulé La vie de l'esprit, qui devait comporter 3 volets. Un volet consacré à ce que veut dire penser, un autre à ce que signifie vouloir et un troisième explorant le fait de juger. Les 2 premiers volumes étaient terminés quand Arendt s'est éteinte le 4 décembre 1975. Ils ont été publiés par les soins de son amie Mary McCarthy en 1978. Le 3e volume sur le jugement était en chantier. Arendt avait fait des conférences évoquant ce sujet en s'appuyant considérablement sur certains écrits du philosophe allemand du XVIIIe siècle, Emmanuel Kant. C'est à partir de ces textes qu'un volume intitulé Juger a été composé après coup et publié en 1982. Au début de cette trilogie, La vie de l'esprit, Arendt explique sa démarche. Elle dit d'emblée le choc qu'elle a éprouvé lorsqu'elle a assisté au procès du SS Adolf Eichmann à Jérusalem en 1961. Cet homme décrivait ses crimes de masse dans une langue administrative, codifiée, froide, stéréotypée, banalisant à ses propres yeux l'horreur qu'il avait orchestrée, comme s'il ne l'avait pas pensée. Ce phénomène épouvantable et absolument non ordinaire, souligne bien Arendt, est le véritable problème soulevé par son expression banalité du mal, une expression si souvent incomprise et peut-être à ce titre malheureuse. Face à une telle absence de pensée, il fallait pour Arendt revenir à ce qu'est la pensée, d'où sa dernière œuvre, La vie de l'esprit. Cette liberté que vous définissez, cela risque d'être la liberté de quelques-uns, de ceux qui auront la force d'inventer de nouveaux modes de pensée. Non, it rests only on a conviction. Elle ne repose que sur la conviction que chaque être humain, en tant qu'être pensant, peut réfléchir aussi bien que moi et peut former son propre jugement s'il le veut. As well as I do, and can therefore judge for himself if he wants to. How I can Ce que je ne sais pas, c'est comment faire naître ce désir en lui. This I don't know. The only thing which can help us, I think, is really to réfléchir. And to think always means to think. Réfléchir, cela signifie de toujours penser de manière critique. Et penser de manière critique, cela signifie que chaque pensée sape ce qu'il y a en fait de règles rigides et de convictions générales. Rigid rules, general convictions, etc. Everything which happens in thinking is Tout ce qui se passe lorsqu'on pense est soumis à un examen critique. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de pensée dangereuse pour la simple raison que le fait de penser est en lui-même une entreprise très dangereuse. I think non-thinking is even more dangerous. Et ne pas réfléchir, c'est plus dangereux encore. C'était Arendt elle-même que vous entendiez en 1973 dans un entretien avec Roger Herrera. Nous verrons ce matin que pour Arendt, la pensée est dans un rapport complexe avec le monde, un rapport d'appartenance et de retrait. Son retour vers le monde commun, le monde de nous tous, sous la forme de jugement, est une visée très importante. Cela fait réappartenir la pensée et surtout le penseur à ce monde dont il s'est extrait un peu pour penser. Le 3e volume de sa trilogie sur le jugement était donc crucial et la lecture par Arendt de l'enjeu du jugement chez Emmanuel Kant est une lecture inédite qui a marqué en profondeur la philosophie politique contemporaine. Bonjour Aurore Mregen. Bonjour Géraldine Mühlmann. Vous êtes chercheuse à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste de philosophie morale et politique et tout particulièrement de l'œuvre d'Arendt. Vous avez publié l'an dernier une introduction à cette œuvre aux éditions La Découverte et en 2021, vous avez co-dirigé avec Martine Lebovici le cahier de Lerne, Hannah Arendt. Et bonjour Carole Wiedmeyer. Bonjour Géraldine Mühlmann. Vous êtes maîtresse de conférences à l'Université Marie et Louis Pasteur à Besançon, spécialiste vous aussi de philosophie politique et de l'œuvre d'Arendt. Vous avez notamment préfacé et en partie traduit le volume paru au Seuil intitulé « Qu'est-ce que la politique ?», qui est un ensemble de textes écrits par Arendt dans les années 1950. Alors je voudrais repartir d'Eichmann, puisque c'est ce qu'elle fait, Arendt, au début de La vie de l'esprit, et puisque, certes, nous allons parler du jugement, mais le jugement, comme dans l'archive que nous avons entendue, est intimement lié à l'activité de pensée. Pour elle, elle insiste. Dans Eichmann à Jérusalem, son
son reportage, sa réflexion sur le SS Adolf Eichmann, elle écrit ceci. Plus on l'écoutait, plus on se rendait à l'évidence que son incapacité à s'exprimer était étroitement liée à son incapacité à penser notamment du point de vue de quelqu'un d'autre. Il était impossible de communiquer avec lui, non parce qu'il mentait, mais parce qu'il s'entourait du plus efficace des mécanismes de défense contre les mots et la présence des autres, et partant contre la réalité même. Aurore Mregen, si à l'inverse, on analyse ce qu'est la pensée, ça signifie que, contrairement à ce que fait Eichmann, la pensée nous connecte aux autres, au monde, à la réalité. Qu'est-ce qui arrive donc à Eichmann ? Alors effectivement, quand elle va au procès d'Eichmann, ce qu'elle remarque d'emblée, c'est vraiment cette façon, enfin, comme vous venez de le dire, qu'a Eichmann de parler par phrases toutes faites, par clichés, d'ailleurs lui-même, puisque c'est une émission sur Kant, à un moment donné, pendant le procès, il dit il cite Kant, en fait, l'impératif catégorique, dont il donne une définition approximative, mais plus ou moins juste. Et donc le juge Ravet, qui est indigné mais surpris qu'il cite Kant, donc voilà, lui demande, et c'est à ce moment-là qu'il le cite. Et ce que dit Arendt, c'est qu'en réalité, en reprenant ses termes à lui, c'est qu'il a adapté Kant à l'usage domestique du petit homme. C'est la phrase d'Arendt. La phrase d'Arendt, et que cette façon de faire plus qu'obéir à la loi, en réalité, lui, au lieu d'utiliser sa raison pratique, il la substitue à la volonté du Führer. Alors, peut-être qu'on peut aussi dire, enfin, je parle sous votre contrôle, qu'il oublie que pour Kant, toutes les injonctions intérieures morales, là, nous sortons d'une série sur ce sujet la semaine dernière, la morale selon Kant, tout cela est précédé d'une réflexion, d'une pensée, justement. Peut-être aussi que Arendt n'aime pas tellement cette partie-là de l'œuvre de Kant, qui aboutit à des injonctions presque... Bon, c'est pas vrai ce que je vais dire, mais on sent bien qu'il y a un risque, c'est ça que je voudrais dire, comme elle le dit, elle. Il y a quelque chose d'un peu mécanique. On a un impératif clair et net qui doit toujours sortir de la raison pratique, comme dit Kant, et peut-être que pour les choses politiques, justement, on a besoin davantage de jugement singulier, d'adaptation. Et donc, même s'il faut en général obéir aux lois de son pays, on ne déporte pas des milliers de gens dans des wagons parce que c'est les lois de son pays. Ça, c'est quelque chose qui relève de la pensée politique. Et là, il y a un point qu'Arendt soulève en discutant avec Kant. Oui, et aussi, ce qu'elle explique bien dans Eichmann à Jérusalem, et surtout après dans le recueil intitulé Responsabilité et jugement, c'est la façon dont il y a vraiment un effondrement de toute la morale sous le Troisième Reich. Et elle emploie souvent cette expression, c'est comme si on avait changé les manières de table de tout un peuple. C'est-à-dire qu'il y a comme si la morale était un ensemble de mœurs, d'us et de coutumes, et qu'on pouvait changer comme ça les règles morales, et qu'à partir du moment où on est habitué à obéir à des règles, finalement, ce qui demeure, c'est ça, c'est cette façon cette façon d'obéir. Et effectivement, elle dit aussi à un moment donné que la loi morale, elle peut s'appliquer à tout le monde, que ce soit des habitants d'autres planètes, les anges ou Dieu, elle dit, alors que le jugement, effectivement, est vraiment sans critères. Donc, il doit être attentif vraiment à la singularité de l'événement, et c'est ça dont Eichmann a complètement démissionné. C'est-à-dire que non seulement il ne pense pas au sens du dialogue intérieur avec soi, c'est-à-dire qui pour Arendt, elle prend le modèle socratique de la nécessité d'avoir quelqu'un avec qui on vraiment au sens littéral parler avec soi-même. Donc c'est important de ce point de vue-là de ne pas vouloir vivre avec un criminel. Et en ce sens-là, Eichmann a complètement démissionné de ça. Et ça, il en est responsable. Elle insiste vraiment là-dessus. Et c'est en ce sens qu'elle dit aussi que c'est un nobody. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un en lui, il a renoncé vraiment à ce dialogue intérieur et aussi à juger. Et c'est en ça... c'est vraiment cette absence de racine, cette absence de pensée et de jugement qu'elle appelle la banalité. Et elle ouvre là-dessus sa trilogie sur la vie de l'esprit. Il faut vraiment qu'on répète, parce qu'il y a tellement d'ambiguïté autour de cette expression, la banalité du mal, que Arendt considère que Eichmann est pleinement responsable
de son comportement, que ce comportement n'est pas du tout ordinaire, n'est pas du tout banal. C'est le rapport au monde qu'il a installé, qui est une terrifiante banalisation de la mort et de ses actes. C'est ça, la banalité du mal. Et encore une fois, peut-être n'était-ce pas la meilleure expression. Carole Widmayer, bien sûr, si vous avez envie de commenter cela, vous êtes la bienvenue. Ensuite, je voudrais qu'on arrive à ce point très important. Au fond, chez Kant, ce qui intéresse Arendt, c'est la critique de la faculté de juger de 1790, bien plus que la très fameuse critique de la raison pratique sur les injonctions morales. Alors je vous laisse dérouler, si vous voulez revenir sur Eichmann. Oui, j'aimerais juste resituer ça dans un enjeu qui est à la fois différent et aussi plus général. Je pense que la question fondamentale à laquelle se confronte Arendt, c'est celle de la possibilité de maintenir les conditions d'une existence politique. Et c'est ce qui fait que face à l'inédit, la nouveauté, l'incertitude, il faut essayer d'être en mesure d'agir, donc de prendre le risque de l'action. Et le jugement intervient de manière quasi analogue à la question de l'action, c'est-à-dire du côté des activités mentales, de ce qui se passe en nous, à quel moment est-ce que, et selon quelle faculté et selon quelle capacité on est en mesure de faire face à la nouveauté. Et donc, ce qu'elle observe dans les conditions de la modernité, c'est d'une manière très générale une désaffection vis-à-vis de la politique et la tentation dans laquelle on est tous de vouloir s'en débarrasser. Et la nécessité ou l'exigence de juger, c'est une réponse à cette tentation. Et on ne peut pas juger parce qu'on sait, parce qu'on a des critères. Le jugement est particulièrement crucial, précisément lorsqu'on n'a pas de critères à disposition. Et donc, par rapport à Kant, ça fait que Arendt se tourne vers la troisième critique, donc la critique de la faculté de juger, et plus précisément la première partie de cette troisième critique, donc qui a trait au jugement esthétique, au jugement de goût. En fait, la question du jugement moral chez Kant, pour Arendt, n'est pas exactement une affaire de jugement. C'est-à-dire ce qu'elle montre, c'est que on apprécie du coup les situations selon des injonctions qui sont purement rationnelles et qui ne tiennent pas compte des hommes au pluriel, de la communauté dans laquelle on s'inscrit ou de ce qu'elle appelle aussi à la suite de Kant le sens commun. Sa démarche consiste à montrer que en fait, la dimension proprement politique de tout jugement authentique, de tout vrai jugement, est mise au jour d'une manière pas forcément explicite dans la critique kantienne du jugement esthétique, mais n'apparaît pas dans sa pensée du jugement moral. Alors, nous allons entrer dans ces considérations. Effectivement, dans la critique de la faculté de juger, Kant considère que il y a deux types de jugement, celui qui part d'un concept et qui, à partir d'un concept qu'on a, un critère, juge quelque chose de particulier, le subsume, comme disent les philosophes, le range dans le concept, ça s'appelle un jugement déterminant. Et puis, il y a des tas de choses singulières sur lesquelles nous n'avons pas, comme vous venez de le dire, de critères, de concept tout près. Par exemple, le concept du beau, il n'existe pas. Donc, quand on a quelque chose de singulier et qu'on dit c'est beau, on fait le travail inverse. On part du particulier pour énoncer quelque chose d'universel. Et il appelle ça un jugement réfléchissant. Et maintenant, la parole à Arendt, qui elle-même distingue plusieurs sens du mot juger. Nous l'écoutons dans l'un des textes que vous avez préfacé, en partie traduit. C'est dans Qu'est-ce que la politique ? Le terme « juger » revêt dans l'usage courant deux significations qui doivent être absolument distinguées, mais qui se confondent toujours lorsque nous parlons. Il désigne d'abord l'acte d'ordonner l'individuel et le particulier en le subsumant sous le général et l'universel. L'acte de mesurer et d'appliquer des critères servant à identifier la réalité concrète et à prendre des décisions à son sujet. Tout jugement de ce genre abrite un préjugé. L'individuel y est jugé, mais ni le critère lui-même ni sa pertinence pour mesurer ce qu'il mesure. Ce critère est lui aussi le fruit d'un jugement,
Mais ce dernier a été à présent adopté, devenant une sorte de moyen pour continuer à juger. Mais juger peut aussi signifier tout autre chose. Et c'est le cas chaque fois que nous sommes confrontés à une réalité que nous n'avons encore jamais vue et pour laquelle nous ne disposons d'aucun critère. Ce jugement, dépourvu de critères, ne peut se réclamer que de l'évidence de son objet. Il a pour seul présupposé la capacité humaine de juger, laquelle se rapproche bien plus de la capacité humaine de distinguer que de la capacité d'ordonner et de subsumer. Carole Widmayer, au fond, ce que dit Lacan, c'est que quand on juge pas seulement le beau, pas seulement en esthétique, parce que la critique de la faculté de juger de Kant, c'était un texte sur l'esthétique, sur le jugement esthétique. Et quand on juge même en politique, eh ben c'est la même chose. On n'a pas de concept clair. Contrairement à ce qu'on croit parfois, il ne faut pas avoir des principes de justice. Alors, il y a toute une philosophie qui pense que si. Mais Arendt dit, c'est... Juger en politique, on n'a pas les outils conceptuels immédiatement, donc on doit faire un jugement réfléchissant qui part du particulier vers une proposition plus générale. Vous êtes d'accord? C'est ça qu'elle dit? Oui, disons qu'en politique, par définition, on a affaire à du nouveau. Donc si on estime, comme beaucoup le pensent, qu'on ne peut pas juger sans savoir, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles on suspend son jugement, ou ce qu'Arendt appelle dans un texte plus tardif la réticence à juger. Lorsqu'on est réticent à juger, c'est souvent parce qu'on dit je ne sais pas, donc j'attends de voir ce que ça va donner. Sans savoir, je ne suis pas en mesure de me positionner. Et pour Arendt, c'est extrêmement dangereux parce que par définition, dans la politique, on a affaire à du nouveau. Par définition, on ne sait pas. Par définition, on est dans l'incertitude. Et le vrai jugement, il part du particulier, il ne consiste pas à ordonner le particulier selon des critères préétablis, des catégories préétablies. Et donc, c'est la mise en route d'un ensemble de processus, d'une dynamique qui relève d'une capacité qui est la nôtre et qui consiste à apprécier ce qui arrive sans aucune garantie d'être dans le vrai. Ce qui me paraît très important, et c'est ça qui est énoncé à travers cette idée que le jugement réfléchissant est fondamentalement politique et que donc tout vrai jugement est fondamentalement politique, c'est que ça implique une considération d'autres jugements possibles. On n'est pas dans la vérité. Pour le dire autrement, il s'agit de comprendre, de se positionner par rapport au sens de ce qui arrive et non pas à la vérité de ce qui arrive. Est-ce que vous pensez, Aurore Mregen, que le fond de l'affaire, là, c'est que, Arendt pense qu'on n'a pas une boîte à outils toute prête pour juger, mais c'est aussi parce que ce qui arrive en politique, c'est sa réflexion sur l'événement, comporte toujours de l'inédit. Et peut-être que c'est ce point qui justifie qu'elle dise que juger est si difficile, n'a rien à voir avec le vrai et le faux, ni même d'emblée avec le bien et le mal tel que l'entend Kant. Il faut à chaque fois inventer le jugement par rapport à ce qui arrive, savoir qu'il y a de l'incertitude et se connecter avec les autres pour éventuellement corriger, amender, etc. Oui, exactement. D'ailleurs, cette connexion avec les autres, elle se fait vraiment dans le jugement. Elle reprend ce que dit Kant à propos de la mentalité élargie, justement, cette capacité de se représenter le point de vue des autres et donc d'être capable, donc ce qui a complètement fait défaut à Eichmann, entre parenthèses, d'être capable vraiment de penser, d'intégrer le mode de représentation des autres, en fait. Donc déjà, et ce qu'elle appelle le sens commun, c'est justement cette faculté de se représenter les autres dans son jugement. Et en cela, il y a ce déni de l'intéressement, il n'existe que dans le jugement et pas justement dans la philosophie morale de Kant. Mais dans le jugement, il y a vraiment cette idée d'être attentif à ce que comment les autres peuvent se représenter les choses et de les intégrer. Et c'est ça qui contribue à établir une pensée élargie qui prend en considération, et plus la pensée prend en considération les autres, plus elle est représentative. On va y venir parce qu'on va citer précisément cette expression de Kant. J'ai d'ailleurs quelques réserves sur cette traduction, mais en français. Mais je voudrais insister sur le nouveau, parce qu'il y a aussi d'autres textes d'Arendt qui disent que comme ce qui arrive dans l'histoire, dans la politique, peut être radicalement nouveau,
comprendre, par exemple, qui n'est en rien ni excusé ni pardonné, contrairement à ce que certains ont pu dire à d'autres époques, c'est un processus, c'est pas quelque chose, on ne peut pas comprendre tout de suite, et d'ailleurs la compréhension évolue. Mais au fond, c'est la même chose pour le jugement. Je sais pas, il faudrait donner un exemple. Là, en ce moment, l'affaire Epstein, elle nous tombe tous dessus. Il y a énormément à penser dedans. On ne sait même pas tout encore, parce que qui a lu les 3 millions de mails ? Peut-être il y a un processus qui va commencer de jugement, d'analyse, et pas solitaire, tous ensemble. Et c'est ça qu'elle veut dire, Arendt. Je donne cet exemple, mais bon, oui, on pourra en donner après, il y plein a d'autres. aussi l'exemple du totalitarisme, l'exemple, parce que c'est vrai qu'elle est énormément citée aujourd'hui, mais là encore, sa démarche intellectuelle à elle, effectivement, on peut la prendre comme exemple pour le jugement d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'elle est vraiment très attentive à l'événement en tant que tel. D'ailleurs, elle dit que la pensée doit vraiment rester liée à l'événement pour vraiment être réellement une pensée. Et que, en fait, elle-même, elle tire, à partir de l'événement, que ce soit par exemple dans les origines du totalitarisme, où elle analyse vraiment les choses dans leur dimension historique, politique, sociale, et à partir de là, elle en tire des fils de réflexion philosophique et qui ne sont pas applicables aujourd'hui de façon comme une recette qu'on pourrait... Et donc, d'une certaine façon, les pistes philosophiques qu'elle nous offre, même à nous aujourd'hui, on va certainement reparler, ça peut être à titre d'exemple, qui peuvent avoir des validités exemplaires, par exemple. Eichmann, en ce sens, serait un exemple exemplaire de la banalité du mal, ou Socrate, par exemple, d'une façon vraiment de penser, mais on ne peut pas l'appliquer de façon de ne pas le transposer, disons. C'est vraiment voir ce qui est valide dans d'autres cas, mais qui doit vraiment ménager une appréciation de chaque événement dans sa singularité. Vous êtes d'accord, Carole Wiedmeyer, que si le jugement est un processus, il ressemble à cet égard à la compréhension, qui est un autre processus évoqué par Arendt, dans les deux cas, en prenant en compte l'inédit et le nouveau qu'il y a dans l'événement? Alors oui, c'est très important cette différenciation entre compréhension et jugement, et c'est assez délicat. En fait, je pense qu'il y a des dimensions très communes, puisqu'il s'agit dans les deux cas d'élaborer le sens en situation d'incertitude. Il y a donc une pluralisation aussi des significations. Lorsqu'Arendt, cependant, se penche sur le processus de compréhension, elle le définit comme un processus infini. Il me semble que le jugement implique malgré tout autre chose. On a des dynamiques semblables, mais il y a l'exigence, à un moment donné, de trancher. C'est-à-dire l'exigence d'un positionnement, que la compréhension, par définition, ne produit pas, puisque c'est un processus infini. Et c'est ça qui donne au jugement, alors même que ça reste une activité mentale, une portée plus proprement politique, c'est-à-dire que ça la met plus directement en relation avec l'action, sans que jamais le jugement ne soit simplement qu'une préparation à l'action. On a affaire à une activité différente. Et même si on peut reconnaître après coup que le jugement il a été provisoire, qu'on a pu changer, parce que d'autres processus d'action, c'est aussi un mot qu'elle emploie pour l'action, se sont engagés, et puis parce qu'on a changé. Néanmoins, il y a un coup d'arrêt avec le jugement. On juge, on agit. Il y a un sens du présent dans le jugement, alors que la compréhension peut se déployer dans un temps, une durée beaucoup plus longue. Tout à fait. Je crois que dans le jugement, il y a quelque chose comme le fait de placer une marque dans le monde. C'est un positionnement qui est individuel. Oui. Dans un jugement judiciaire, c'est aussi quelque chose qui a vocation à rester à titre presque d'objet du monde et donc constituer un autre système de repères. On peut se tromper, évidemment, dans le jugement. On prend le risque de l'erreur. Mais c'est comme pour l'action, ne pas prendre ce risque, c'est passer complètement à côté de la politique. Je vais vous donner c'est une sorte d'exemple.
par rapport à plein de choses auxquelles on assiste actuellement, ce qu'on peut appeler, je ne sais pas si le terme est judicieux, mais le technofascisme, la montée ou la remontée des impérialismes, de nouveaux types de nationalisme, etc. On a affaire à la fois à des choses qui nous rappellent d'autres choses et en même temps qui comportent nécessairement des dimensions nouvelles. Si par rapport à ça, on se dit j'attends de voir, on considère que c'est l'histoire qui en quelque sorte va juger et on ne sait pas en quoi l'histoire peut être à proprement parler juge. C'est comme si on attendait que les événements ou que le cours des choses décide de la portée de ce qui arrive là actuellement. Le jugement consiste à dire non, je ne vais pas attendre que l'histoire juge, c'est à moi de juger, c'est ma responsabilité de juger et donc je prends le risque de me positionner et de dire quelque chose. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut juger à tout va, il y a des conditions pour qu'un jugement soit valide en quelque sorte. Et la première condition, c'est la considération de la factualité. Il faut que les faits soient considérés en tant que tels. Et ensuite, le jugement n'est pas le préjugé, donc il ne s'agit pas de donner son opinion en fonction de critères qui sont habituels et ininterrogés. Il y a tout un ensemble de dynamiques, de mouvements, une mobilité propre qui est aussi une mobilité de l'imagination ou de la représentation qui est à mettre en branle pour pouvoir ensuite produire ce positionnement. Si on refuse de juger, ça c'est très important, si on refuse de juger, ça veut dire qu'on laisse le jugement et aussi l'action à des individus extrêmement nombreux qui ont du pouvoir et qui n'ont pas le souci du monde. Donc, le juger, c'est sans doute partir de nos préjugés, elle le dit d'ailleurs parfois, mais créer une dynamique qui les fait évoluer, et puis à un moment, on prend une position. Mais il faut quand même penser, se mettre en question. On n'aura jamais un point de vue sans doute définitif, mais il faut bien juger pour agir. On va pas laisser, il n'y a pas de philosophie de l'histoire chez Arendt, on ne va pas laisser à la passivité et à l'histoire le dernier mot. C'est ça ? C'est ça. Alors, je vais juste dire que le caractère d'événement produit la nécessité du jugement et par le fait aussi qu'on voit bien que les préjugés ne sont pas capables, n'ont pas de capacité à produire quelque chose. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Nous parlons de Hannah Arendt cette semaine. Elle aurait eu 120 ans cette année. Elle est morte il y a 50 ans, presque jour pour jour, enfin un mois près ou deux. Et nous parlons ce matin dans cette série toujours de sa liberté extraordinaire de philosopher en dialoguant avec les auteurs qu'elle aime. Comme elle l'a dit, je me sers où je peux. Et aujourd'hui, nous explorons son rapport à Kant pour traiter cette très importante question qui est celle du jugement politique. Je suis en compagnie de Carole Wiedmeyer et d'Aurore Mregen, deux excellentes spécialistes d'Arendt. Aurore Wiedmeyer, revenons un peu à maintenant. Pardon, j'ai tout mélangé. Aurore Mregen, revenons à cette expression de Kant au paragraphe 39 de la critique de la faculté de juger de 1790, le mode de pensée élargi. On va donner aussi un moment le mot allemand. En fait, Kant parle uniquement du jugement esthétique, là, et il dit, voilà, nous n'avons pas de concept du beau. Donc si nous nous mettons devant la Joconde et que nous disons c'est beau, nous avons fait un processus où nous trouvons un universel, ça rentre dans la catégorie du beau universel, sans concept. Donc c'est un jugement qu'il appelle réfléchissant. Et dans ce processus, nous nous sommes connectés à plein de jugements possibles, de points de vue sur ce tableau. Certains qui évoquent le spumante, certains qui évoquent, je ne sais pas, ce sourire énigmatique, etc. Et nous n'avons pas... nous sommes mis en relation intérieurement avec plein de points de vue. Et c'est ça, c'est cet acte qu'il appelle la mentalité élargie. Oui, en tout cas, la mentalité élargie, elle a vraiment quelque chose à voir avec l'imagination telle que Kant l'a décrit dans le processus du jugement, où il montre qu'il y a à la fois l'imagination et la réflexion, c'est-à-dire la possibilité de se représenter intérieurement un objet qu'on ne perçoit pas.
Et là, dans une approche politique du jugement, c'est cette faculté de se représenter le point de vue des autres, parce que justement, s'agissant d'un cas particulier, on n'a pas de règle. En fait, il n'y a pas de règle sous laquelle subsumer ce cas particulier. Donc, pour essayer de juger, en réalité, on a besoin de se représenter les autres et de l'assentiment, d'une certaine façon, des autres. On attend une forme de validité auprès des autres de notre propre jugement. Mais c'est en imagination qu'on le fait dans le jugement. On imagine ceux qui réfléchissent à la texture, cette peinture. Chacun a été ému par autre chose. Et au passage, d'ailleurs, Kant dit qu'il faut sortir de la stricte sensation pour atteindre un sentiment esthétique. Et déjà une sorte d'élévation. Chez lui, c'est un rapport à la forme, etc. Alors, le mot mentalité élargie, en allemand, ça se dit erweiterte Denkungsart, donc un art de pensée. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas traduit art de pensée, Denkungsart, un art de pensée erweiterte qui va en s'élargissant. On sent le gérondif là. C'est pas que c'est élargi d'emblée, c'est qu'on s'élargit intérieurement dans une pensée qui se connecte imaginairement à plein d'autres points de vue. Oui, par exemple, Arendt donne l'exemple de quelqu'un qui regarde un taudis, par exemple. Et elle dit, je me représente le point de vue de quelqu'un qui habite ce taudis. Et évidemment, je n'ai pas exactement le même sentiment que lui, puisque moi, je n'y habite pas. Mais je peux me représenter ce qu'il en serait si j'habitais dans cet endroit. Et donc, c'est pas non plus, il ne s'agit pas d'additionner le nombre de personnes qui ont tel ou tel jugement pour me faire mon jugement, ni d'adopter exactement le point de vue de l'autre, ce qui n'est pas possible, mais d'imaginer, effectivement, d'imaginer. Et à ce moment-là, j'arrive à un jugement qui n'est pas celui que j'aurais si j'étais complètement indépendante, si je ne prenais que moi-même en considération, mais j'arrive à un jugement, je prendrai en considération l'imagination que j'ai mise en œuvre pour considérer ce taudis et pour ensuite juger en ayant déplacé mon point de vue. Et donc, c'est cette espèce de déplacement du point de vue qui est important pour penser et pour juger, parce qu'il permet de ne pas prendre que soi en compte, en fait, et de prendre en considération le point de vue des autres. Je lis donc Arendt dans la traduction mode de pensée élargi, voire mentalité élargie. Donc, le mode de pensée élargi joue un rôle capital dans la critique de la faculté de juger d'Emmanuel Kant. On y parvient, elle cite Kant, en comparant son jugement au jugement des autres, qui sont moins les jugements réels que les jugements possibles, et en se mettant à la place de tout autre. La faculté qui le rend possible s'appelle l'imagination. Le penser critique n'est possible que là où les points de vue de tous les autres sont ouverts à l'examen. C'est pourquoi il est certes une affaire solitaire, mais il ne se coupe pas de tous les autres. Il poursuit son chemin dans l'isolement, mais par la force de l'imagination, il rend les autres présents, et ce mieux dans un espace public potentiel. Autrement dit, ce que Kant dit de l'esthétique, Carole Wiedmeyer, du jugement esthétique, en fait, c'est très précieux pour réfléchir au jugement politique. Ah oui, alors déjà parce que ce qu'on comprend, c'est qu'on ne juge jamais seul. C'est-à-dire que les autres et leur point de vue possible, donc qu'on se représente nécessairement imparfaitement par l'imagination, demandent à être mobilisés dans cette pratique-là. Et ça, c'est ce qui fait sortir le jugement d'une simple position individuelle, au sens où ce qui serait énoncé dans le jugement ne nous concernerait que nous, ou nous en tant que membres d'une catégorie déterminée. Donc il y a cet effort de se mettre à la place de tout autre qui ne garantit pas une connaissance réelle de la position de tout autre. Mais ça veut dire qu'on se tourne vers la pluralité. On se tourne vers ce qu'Arendt appelle le monde, c'est-à-dire une réalité qui est vue et vécue depuis une pluralité de perspectives. Donc il y a déjà cet effort-là. Et l'autre dimension importante, c'est qu'on comprend que l'espace politique, et c'est pour ça que le jugement est par définition aussi public, où il demande à être rendu public, c'est-à-dire qu'un jugement simplement privé ne serait pas non plus un jugement, c'est que l'espace politique, il est
conjointement un espace d'acteurs et un espace de spectateurs. Et les spectateurs jugent. Et c'est ça qui fait la communauté politique. Et là, elle renvoie beaucoup elle commente un texte que nous avons analysé dans un épisode entier dans notre série Qu'est-ce que les Lumières, le texte de Kant de 1784, réponse à la question Qu'est-ce que les Lumières. Nous avions analysé le commentaire de Foucault, mais il y a un commentaire d'Arendt aussi de ce texte, qui dit que voilà, ce qu'il propose par la liberté d'expression, c'est que les jugements des uns et des autres se connectent, évoluent. Alors pour Kant, donc vers quelque chose de plus en plus rationnel, pour Arendt en tout cas, vers quelque chose de plus en plus juste, imaginons-le ainsi. Mais est-ce que ça veut dire qu'une situation politique, c'est un peu comme un tableau, puisqu'elle utilise ce qu'il dit en esthétique pour la politique? Alors, non. Je pense qu'il y a justement un déplacement du registre esthétique en ce sens-là vers un registre politique. Donc pour Arendt, c'est déjà présent chez Kant, mais il faut aussi, ça c'est quelque chose qui est présent chez Arendt aussi, ne pas esthétiser la politique au sens où il s'agirait d'en rester extérieur et d'être dans une approche simplement contemplative. Il y a un intéressement. On est concerné par plus que dans l'esthétique où il faut une satisfaction plus désintéressée, comme disait Kant. Alors, elle garde quand même l'idée de sortir de son seul point de vue. Oui. Mais l'existence politique elle-même, elle mobilise très souvent le terme romain inter esse. Exister, c'est être parmi les hommes. Donc, il n'y a pas... Oui. Le sens fondamental de l'intérêt, c'est être concerné. Et c'est cet espace qui est entre les hommes et par rapport auquel il ne faut pas rester extérieur dans une attitude esthétique, en ce sens du terme, en tout cas. Et en même temps, elle n'est pas la première, ni la seule, même si elle le fait d'une manière inédite, à comparer les situations politiques et le jugement de goût, en quelque sorte, qu'il faut avoir avec le jugement esthétique. Déjà Aristote, alors lui, il allait carrément dans le domaine de l'alimentaire. On l'a vu avec Barbara Cassin dans cette série. Il dit que juger tous ensemble, ça peut être aussi merveilleux que la pluralité d'un repas collectif. Et Barbara Cassin nous disait si justement, au fond, c'est un pique-nique. Chacun apporte quelque chose, chacun apporte sa touche. Tout comme en esthétique, chacun voit quelque chose et c'est l'ensemble qui créera un jugement de goût. Au passage, mon lapsus de tout à l'heure est assez significatif. J'ai parlé du spumante au lieu du sfumato évidemment, de Léonard de Vinci. Parce que Léonard de Vinci, le spumante, c'est pas du tout... c'est le vin pétillant, donc c'est de l'alimentaire, ça ressemble bien à ce que raconte Aristote. Mais c'est vrai que chacun voit autre chose. Je pense que le jugement politique pour Arendt, c'est un peu comme quand on est face à un tableau. Vous ne croyez pas, vous, Aurore Mregen ? Je crois pas. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette idée de satisfaction désintéressée, elle la reprend à son compte. Enfin, elle la reprend dans la question du jugement politique, justement pour cette nécessité d'impartialité, de pouvoir juger en se situant face à une situation de façon impartiale pour ne pas être impliqué directement et avoir la capacité justement de l'appréhender avec du point de vue de quelqu'un d'autre. Mais l'autre chose, là, par rapport à cette... Même si ça déplace un petit peu, on parlait tout à l'heure de ce qui peut aussi... parce que de l'absence de critères. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est vraiment important dans la lecture que Arendt fait de Kant, c'est vraiment le cas de l'exemple, en fait. C'est parce que quand Kant dit les exemples sont les béquilles du jugement, et Arendt reprend cette phrase en disant que c'est aussi les repères de la pensée morale. Et par exemple, elle dit qu'on vit en ayant présent en nous des exemples de personnes ayant existé ou pas, même de récits fictifs, mais que c'est vraiment à partir de l'exemple qu'on peut juger aussi. C'est vraiment important. Et elle dit, elle prend l'exemple justement, en l'occurrence, d'un cas hors de la pensée morale, en disant par exemple une table. Si je me représente une table, je peux avoir l'idée
d'une table schématique qui rassemble toutes les tables qui doivent qui doivent correspondre à une table que j'aurai en tête. La table abstraite, à partir de laquelle à laquelle je peux arriver sans les qualités secondes de toutes les tables. Donc, j'arrive à une table abstraite. Et la table exemplaire qui serait vraiment la meilleure de toutes les tables. Et donc, c'est vraiment un exemple qualitatif qui est un exemple particulier, mais qui devient valable dans d'autres situations. Et ça, l'exemple en morale, c'est aussi, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que, par exemple, Socrate, il est vraiment emblématique d'une façon de penser, de distinguer le juste de l'injuste. Et donc, cette conduite morale, elle nous sert d'exemple. Et elle dit, si vraiment les hommes civilisés ont attribué leur consentement à la maxime, à la proposition socratique, il vaut mieux subir l'injustice plutôt que de la commettre, c'est justement parce que cet exemple est constitutif et qu'on vit avec ce genre d'exemple. Et par exemple, Achille est exemplaire du courage. Donc on vit avec des exemples comme ça et ça crée quand même des repères dans la pensée morale. Carole Widmayer. Oui, ça me fait juste penser, ça nous ramène à cette histoire de compagnie. Avec quelle compagnie on veut vivre. Et c'est aussi en compagnie d'exemples qui ont une validité exemplaire. La distinction conceptuelle simple, c'est que c'est des exemples et pas des modèles. Et donc, on n'entre pas dans cette idée qu'on pourrait appliquer les règles qu'on tirerait de ces exemples. Ça ne se réapplique pas. Par rapport à la question esthétique, on est peut-être devant le tableau, mais on est aussi dedans. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça la différence. Entendu. Je vous propose d'écouter un autre extrait d'Arendt dans ses questions de philosophie morale, où elle revient sur l'apport de la réflexion de Kant pour réfléchir au jugement. De notre discussion d'aujourd'hui sur Kant, j'espère qu'il est devenu plus clair pourquoi j'ai soulevé, au moyen de Cicéron et de Maître Eckhart, la question de savoir avec qui nous voulons être. J'ai tenté de montrer que nos décisions quant au juste et à l'injuste dépendront de quelle compagnie nous choisissons, de ceux avec qui nous souhaitons passer notre vie. Et j'insiste, cette compagnie, on l'a choisie en pensant à des exemples de personnes mortes ou vivantes, réelles ou fictives, et à des exemples d'incidents, passés ou présents. Dans le cas peu probable où quelqu'un viendrait nous dire qu'il préférerait vivre en compagnie de Barbe Bleue, et donc le prendre pour exemple, la seule chose à faire est de s'assurer que jamais il ne s'approchera de nous. Mais la probabilité pour que quelqu'un vienne nous dire qu'il s'en moque et que n'importe quelle compagnie fera l'affaire est, je le crains, bien plus forte. D'un point de vue moral et même politique, cette indifférence, bien qu'assez commune, est le plus grand danger. En liaison et à peine moins dangereux, il y a un autre phénomène moderne très courant, la tendance généralisée à refuser complètement de juger. Arendt n'aime pas qu'on s'abstienne trop quand même. Et là, je trouve, Carole Widmayer, ça fait un lien immédiat à ce que vous avez dit. Devant un tableau, on peut suspendre son jugement, éventuellement. Devant une situation politique, on ne peut pas le faire trop longtemps. Et là, une certaine mode, dit-elle, alors elle parle des années 60-70, une certaine tendance moderne qui est de ne pas avoir d'avis, l'agace prodigieusement. Aura Omregen. Oui, parce que pour elle, c'est justement un renoncement déjà à ce dialogue intérieur avec soi-même, donc la pensée, qu'elle reprend, le modèle qu'elle reprend de chez Socrate. Donc là, c'est plutôt, on faisait plutôt référence à la compagnie, la personne avec qui on est en dialogue intérieur, et le jugement, cette capacité à se relier aux autres dans le jugement. Et effectivement, ce renoncement est quelque chose qu'elle attribue à une sorte de renoncement aux capacités proprement humaines de penser, de juger par soi-même, et qui est aussi jugeable, qui sont jugeables devant un tribunal. Parce que ce qu'elle dit aussi dans le recueil Responsabilité et jugement, c'est que, évidemment, dont ce texte est extrait, et qu'elle a écrit aussi suite au procès d'Eichmann. C'est pour ça que c'est aussi vraiment un contresens de lui attribuer l'idée selon laquelle Eichmann n'aurait été qu'un pantin obéissant aux ordres, parce que justement, déjà dans Eichmann et Jérusalem, c'est pas du tout ce qu'elle dit, et surtout tout son travail ultérieur, elle insiste vraiment de façon très très claire sur la responsabilité qui est propre à chacun et chacune de ne pas exercer cette pensée la pensée et le jugement. Et ce qu'elle dit aussi dans ce texte, c'est que la personne juridique et la personne morale,
la personne morale, en l'occurrence, vraiment, elle dit c'est presque redondant de parler de personne morale parce qu'une personne morale, c'est vraiment quelqu'un qui assume la pensée et le jugement. C'est quelqu'un qui s'ancre, qui prend racine dans le monde parce qu'elle est capable de penser, de se souvenir, alors que, à contrario, à l'inverse, la banalité du mal, il n'y a pas de racine, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de jugement. Donc ça peut se propager comme ça dans le monde, comme un champignon, justement parce qu'il n'y a pas de personne morale pour arrêter cette propagation et pour s'ancrer vraiment, avoir des racines dans la pensée, dans le souvenir, et que donc cette personne morale, ce qu'elle dit, c'est que de même que la personne juridique, en fait, il n'y a pas de... les deux sont responsables au même type devant un tribunal. Parce qu'on n'est pas dans un système dont on serait les rouages. Pas du tout. En fait, devant un tribunal, on est vraiment une personne dotée d'un nom, d'un prénom. On a fait des actes, on a réalisé des actes dont on doit rendre compte. Et le jugement... Ça relève de la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, on est responsable d'exercer ce jugement et de ne pas accepter d'obéir. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit, les personnes qui ont refusé d'obéir sous le Troisième Reich, c'est celles qui ont exercé leur jugement et c'est celles qui ont dit non et qui ont refusé d'obéir aux ordres criminels parce qu'elles disaient qu'elles ne pouvaient pas vivre en compagnie d'une personne qui, justement, ne laisserait passer complètement cette dimension de réflexion vraiment personnelle et responsabilisante. Qu'est-ce que vous en pensez, Carole Widmayer, de cette dénonciation par Arendt de l'indifférence si bien répandue, une tendance généralisée, dit-elle, à refuser de juger? Est-ce que c'est sa manière à elle de reprendre le problème soulevé par Kant dans son texte de 1784, Réponse à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?» Kant dit que souvent nous ne pensons pas par nous-mêmes par manque de résolution et de courage. Il se demande comment on peut dépasser tout cela. Arendt reprend cette question avec une vitalité, voire une agressivité qui est... Elle déteste ça. Elle est en colère, Arendt, en fait, contre ceux qui restent dans le confort du non-jugement. Oui, tout à fait. C'est une affaire de courage, en fait. De juger, c'est faire preuve de courage. Préjuger, non, parce que ça, c'est resté dans ses habitudes. Et il y a beaucoup de propos qui se présentent comme des jugements et qui ne relèvent que du préjugé. Juger, c'est faire preuve de courage parce qu'il y a un risque qui est inhérent à ce jugement, tout simplement parce qu'on peut se tromper, on peut faire erreur. Mais refuser, s'abstenir, c'est simplement sortir du monde, hein. C'est la mauvaise foi sartrienne aussi, vous diriez? C'est encore une manière à elle d'aborder ce problème qui quand même préoccupait pas mal de monde en philo. Oui, je dirais que c'est plutôt le refus de répondre à quelque chose qui ressemble à un appel. C'est-à-dire qu'elle dit souvent, on a cette faculté de juger, qui est en fait présentée comme une capacité. Et fort heureusement, on a cette capacité. Aller savoir pourquoi, certains la mobilisent, d'autres pas. Après, aller savoir pourquoi, c'est aussi se mettre sur la piste des conditions aussi politiques, institutionnelles, dans lesquelles le jugement n'est pas encouragé, dans lesquelles on est aussi encouragé à ne pas juger. Et la prise de courage individuel, elle consiste à répondre à cet appel-là. Pas n'importe comment, pas en faisant feu de tout bois, pas en se prononçant n'importe comment, mais en mettant en œuvre ce processus. C'est donc s'inscrire dans la pluralité, quitte à se tromper. Ce que j'essayais de dire tout à l'heure aussi, c'est que à ne pas faire ça, et c'est la même chose pour l'action, hein, même si on n'est pas dans le même registre, parce que là, on est vraiment dans la question des activités mentales, donc de la vie de l'esprit. Si on ne fait pas ça, la crainte d'agir, la crainte de juger, ces réticences-là, qui peuvent apparaître d'ailleurs comme des sortes de précautions morales, on attend de voir, on veut savoir, c'est pas simplement que ça l'agace, c'est qu'elle sait que c'est extrêmement dangereux. Oui. Ce faisant, on laisse le pouvoir, on laisse l'action, on laisse le jugement à des personnalités, et on le voit à l'heure actuelle, qui n'ont aucunement le souci du monde. Et ça, c'est vraiment la dépolitisation complète des existences. Pensez aussi, Aurore Mregen, que la dépolitisation était finalement un sujet majeur pour Arendt. Parce qu'elle dit aussi que le totalitarisme, avec lequel nous avons ouvert cette série, c'est la fin de la politique. Et donc, si on laisse prise à notre envie
d'être un peu plus indifférent aux choses politiques, c'est dangereux parce qu'il y a des projets politiques de destruction de la politique. Bien sûr, oui, oui, c'est vraiment pour elle, la norme, c'est vraiment le monde. Enfin, c'est vraiment d'être soucieux du monde, de débattre du monde. D'ailleurs, même dans l'amitié, pour elle, l'amitié est politique aussi. C'est-à-dire que entre les amis, on débat du monde, on parle du monde, et il n'y a pas cet aspect de parler. Bien sûr, on parle de soi, etc. Mais pour elle, la dimension est vraiment importante de politique dans l'amitié. Et elle cite le cas avec Jaspers. Et elle-même est un exemple de cette façon de vivre-là, l'amitié. C'est-à-dire qu'elle avait son cercle d'amis avec cette nécessité vraiment de débattre en permanence du monde. Quitte à se fâcher, à y avoir des conflits. D'ailleurs, elle en a eu beaucoup. Dans sa correspondance aussi. Elle a une vision de l'amitié qui peut être tumultueuse, mais il vaut mieux cela que le néant de propos. Alors, si je disais banal, il y aurait une résonance un peu particulière, mais oui, d'une espèce d'indifférence globale au monde, dans une amitié privée. Ça l'intéresse pas beaucoup, ça. Non, pas tellement. Et puis, là, je repensais à ce que disait tout à l'heure Carole Wienermayer sur les circonstances dans lesquelles on peut être plus à même de juger. Mais je repensais à une phrase d'Arendt qui dit, en fait, comment amener les gens à penser, à juger? Alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et voilà, elle dit c'est vraiment déjà le problème fondamental. De Kant, en plus, hein. Ouais. C'est pour ça aussi que ça s'exerce et que ça s'apprend pas. Ça, elle reprend ça à Kant aussi. Le jugement ne s'apprend pas, mais il s'exerce. Ouais. Pardon. Oui, non, mais c'est ça, c'est que donc, j'ai pas l'impression qu'elle parle tellement effectivement du contexte et en tout cas dans le contexte de l'effondrement moral sous le Troisième Reich, elle dit que justement cette planète peut être habitable dans la mesure où certains et certaines ont désobéi aux ordres criminels et que le fait qu'il y ait eu certaines personnes, même si c'était la grande majorité est allée justement n'a pas désobéi, le fait même qu'il y en ait une petite proportion pour elle fait que cette planète reste habitable pour l'humanité. Et du coup, ces quelques personnes acquièrent le statut d'exemple. Voilà. À leur tour.